l'ai vérifié, font signer aux internes qui sont embauchés à l'hôpital public un papier s'engageant à ne jamais travailler pour le privé. On est dans un système, mais quand ils le font, ils contreviennent souvent à ce qu'ils ont signé. Et ça ne marcherait pas, mais on est donc dans un système qui aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai totalement hypocrite, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de la main, parce que ce qui m'intéresse, c'est que là on est parti d'une réalité, la main. Et à partir de là, on a bâti toute une structure et une logique qui m'a permis de voir un interne non seulement autorisé, mais c'est là où il peut se former. Et du coup, un partenariat public-privé. C'est ça que je voudrais mettre en place pour tout le système. Et qu'on arrête de m'expliquer que le coût de la médecine, c'est les médecins, alors que on n'arbitre pas, le système ne veut pas arbitrer en choisissant le moins cher, puisque souvent dans des cliniques privées, pour les mêmes actes, c'est moins cher. Mais on ne veut pas que ça soit la clinique privée qui le fasse, on veut que ce soit l'hôpital où c'est pourtant plus cher. Ce qui veut bien dire que, en réalité, on n'arbitre pas comme on le prétend sur un rapport coût-qualité, parce que la qualité est la même, et dans certaines unités, elle peut même parfois être supérieure. On arbitre en fonction du système. Le système. C'est-à-dire... Oui, mais d'accord, mais quand je vous dis le système, c'est ça. Quand je parle du système, il faut bien comprendre ce que c'est. Mais quand je parle du système, c'est ça. C'est-à-dire les gens qui se nourrissent eux-mêmes sur la bête, au lieu de faire fonctionner. Et qu'est-ce qui se passe du coup en termes de santé? Parce que personne ne parle des questions de santé dans le débat public. Moi je veux qu'on en parle. Je veux qu'on en parle. Parce qu'aujourd'hui les gens sont de moins en moins bien remboursés, c'est ça la réalité. Aujourd'hui les médecins sont de moins en moins bien payés, il y a un déclassement qui est insupportable. Vous allez faire une... Moi l'autre jour, il y a quelques années, mon fils a un accident de sport. Je l'emmène voir un spécialiste. J'avais honte quand j'ai fait le check après 45 minutes, mais j'avais honte. J'avais honte. Je vous dis la vérité. Quand je vois par exemple que quand vous prenez un voiturier, vous voyez le prix que vous payez, ou quand vous voyez... Ouais, je suis tout à fait pour que les voituriers vivent très bien, c'est pas le sujet. Mais la société a décidé de bloquer les revenus d'un certain nombre de gens que sont les agriculteurs, les médecins et les enseignants. 3 populations dont on a bloqué les revenus. Simplement parce que ça coûte trop cher, parce que le système ne peut plus se payer lui. Donc eux, il faut les bloquer, comme ça le système peut continuer de grossir. Non mais c'est ça la vérité de ce pays. Et si à un moment, on ne met pas les pieds dans le plat là-dessus, on va continuer. Et ça, qu'on soit à gauche ou à droite, je n'entends pas beaucoup. Je n'entends même pas du tout. Pour une raison très simple, c'est que le monde politique, dans sa quasi-totalité, quand il s'agit d'être en haut, il faut avoir fait un chemin particulier. Au Conseil des ministres, moi j'avais plutôt des gens qui n'avaient pas le même profil que le mien. Parce que la gouvernance, pour que vous ayez l'immense honneur de pouvoir siéger au gouvernement, le parcours royal, c'est d'avoir fait l'ENA. Or, l'ENA, je veux juste vous rappeler une chose, c'est que c'est une école de hauts fonctionnaires qui sont là pour exécuter. Et que quand vous faites l'ENA, et moi j'ai beaucoup de respect parce que j'en ai eu qui travaillaient pour moi dans mon cabinet, si dans thèse, antithèse, synthèse, dans la synthèse, vous osez dire ce que vous pensez, vous avez une mauvaise note. On forme les gens à ne pas décider, on les forme à exécuter. Et le problème, c'est que l'essentiel de ces gens deviennent les décideurs. Oui. Cherchez l'erreur. Vous vouliez poser une question, pardon. Je voulais vous interpeller sur deux sujets. D'abord, je voulais vous interpeller sur la question. Je voulais vous interpeller d'abord sur le sujet quand vous avez dit les enseignants, quelques professions qui sont bloquées au niveau salaire.
Je voulais vous interpeller parce qu'en fait, c'est pas que les enseignants, c'est un peu près tout le monde. Par exemple, vous regardez, moi j'ose le dire, le mot, il faut oser le dire. Il faut appeler un chat, une souris, une souris. Quand vous voyez, par exemple, dans d'autres pays, par exemple la Suisse, ou je vais prendre la Grande-Bretagne, ou l'Allemagne, ou plein d'autres pays, en France, excusez-moi de vous le dire, mais on est payé au lance-pierre. Tout le monde est payé au lance-pierre. Il faut se voler, faut le dire, faut oser le dire. Deuxième chose, je voulais vous interpeller sur les types de contrats. Aujourd'hui, on propose beaucoup de types de contrats, les CDD, les intérimaires. Je pointe dessus parce que ces personnes-là, en fait, il y a certaines choses qui sont bloquées. C'est-à-dire qu'un CDI a la possibilité de devenir propriétaire assez facilement, la possibilité de s'engager dans la vie, etc. Et ces gens-là, qui sont en CDD, une minorité de Français, même les intérimaires, consiste à aller en grosso modo 45% de la population, 65% qui vivent comme ça, sous ces contrats-là, voire à vie. C'est pas tout le temps. Maintenant, la tendance est en train de changer, les contextes sont en train de changer, de moins en moins de CDI, etc., etc. On est plus dans les CDD, dans le travail qui va devenir bientôt indépendant, etc. Je vous suis, je vous écoute, je regarde ce que vous proposez, je partage votre position par rapport à ça. Moi, la question que je voulais vous poser, que proposez-vous pour ces gens-là qui sont en intérim ou en CDD, qui sont tout le temps et qui ne peuvent pas s'engager, et notamment nous qui sommes jeunes? Moi, je me dis, je suis jeune, j'ai 29 ans, comment fait-on pour pouvoir devenir un jour propriétaire, pour pouvoir prétendre à une location? Moi, j'ai un ami au Canada, il me dit, la location en France, pour en prétendre une, c'est une catastrophe. On vous demande une tonne de paperasse. Au Canada, quand vous travaillez, on n'a pas de problème. On vous demande les documents, quelques documents, je ne sais plus lesquels exactement, mais quelques documents par rapport en France. Mais en France, il vous faut un garant, il vous faut des bulletins de salaire, etc., etc. Je termine par une dernière question. Vous voulez me faire travailler? Oui, oui. Non, mais je vous pose les questions parce que je sais qu'après ça va être pris. Je vous pose la dernière question. Il y en a, alors dans le paysage, là je parle de manière générale. Dans le paysage politique aujourd'hui, on nous promet monde des promesses. C'est-à-dire, on nous promet, voilà. Je ne suis pas là pour critiquer quiconque, hein. Je reste loin de là. Hein. Mais on nous promet monde des promesses en nous disant chaque élection, vous allez voir ce que vous allez voir, on va vous appliquer les trucs, on va vous faire, on va ceci, on va cela. Mais à ce jour, moi je n'ai jamais vu aucun homme politique s'engager et faire. Ça, j'en ai jamais vu. À ma connaissance, il n'y en a pas. Je vais essayer de vous prouver le contraire. Vous mettez la question sur le CDD, le CDI. Il y a déjà 5 questions, il m'en rajoute une 6. En fait, il y a des partisans d'un CDD au milieu qui serait un nouveau contrat du milieu pour remplacer le CDD. Je vais vous dire de quoi je suis partisan. Sur le contrat, vous avez parfaitement parlé. Le problème du CDD, c'est pas tellement qu'il y ait une date limite. Tout ça, à la limite, tout le monde s'en accommoderait. Le vrai problème, c'est que si vous avez un CDD, vous ne pouvez pas vous loger, vous ne pouvez pas vous acheter une voiture. C'est ça la vérité aujourd'hui, dans un pays comme la France. Et le seul élément de dynamisme dans l'emploi, encore aujourd'hui, c'est le CDD. Je ne parle pas de l'intérim, qui est encore plus précaire, plus fragile. Même si d'ailleurs c'est un tout petit peu différent parce que les gens qui sont intérimaires depuis très très longtemps finissent par se construire un statut presque plus solide que les CDD. Mais bon, je ferme la parenthèse. Qu'est-ce qui m'intéresse? On a un prix Nobel de l'économie. Jean Tirole. Jean Tirole, il n'y avait pas de mots suffisamment élogieux et dans les rangs de la droite et dans les rangs de la gauche pour expliquer que c'était un type formidable, qu'il avait raison, que le contrat unique, c'est ce qu'il fallait faire. On a la loi El Khomri. J'ai construit un amendement sur le contrat unique. Et le gouvernement n'a pas voulu en entendre parler. Alors que le Premier ministre avait dit lui-même l'intérêt qu'il portait au projet de contrat unique de Jean Tirole. Et en fait, ce que je défends, moi, c'est ça. C'est un contrat unique. Contrat unique, ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'en fait, les droits du salarié se durcissent, deviennent de plus en plus importants au fur et à mesure du temps. Et donc vous intégrez peu ou prou la jurisprudence des prud'hommes à l'intérieur du contrat qui s'intensifie en protection pour les salariés. Mais l'avantage, c'est que de ce contrat, le salarié peut sortir quand il veut et le patron peut lui aussi sortir quand il veut. Et qu'est-ce qui fait que dans la plupart des pays du monde, on n'a pas le taux de chômage qu'on a en France? C'est simplement que on ne verrouille pas les gens comme on les verrouille en France. En France, on ne peut plus sortir des contrats. Alors on a fait des progrès. On a fait la rupture conventionnelle, qui est d'ailleurs généralement choisie. Mais il n'empêche que derrière, on vous donne toujours le conseil d'aller négocier ou d'aller au prud'homme. Et vous avez des tas de boîtes qui sont mises par terre par des décisions qui ne correspondent pas à la réalité. Et où on ne prend pas en compte la réalité de l'entreprise. Donc c'est ça qu'il faut faire de mon point de vue. C'est ce que je défends. Moi j'ai fait une rédaction où j'ai intégré globalement la jurisprudence. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas pour ce que je défends. Et du côté du patronat, et du côté des syndicats. Mais moi je regarde ce qui se passe ailleurs et ce qui marche. Et j'essaye d'écouter ceux qui ont un discours, y compris d'ailleurs quand ils sont à gauche, cohérent avec les mécaniques économiques. C'est exactement le cas sur le contrat unique. Donc voilà ce que moi je pense qu'il faut faire. Ça permettra aux gens de continuer d'embaucher s'ils le veulent et de ne pas passer par les CDD. Et ça va immédiatement ouvrir une sécurité pour ceux qui aujourd'hui sont fragilisés parce qu'ils ne peuvent même pas se loger. J'avais d'ailleurs contribué à mettre en place dans la logique du revenu universel la garantie universelle. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Puisque j'avais convaincu à l'époque le 1% logement de permettre de financer cette garantie universelle qui permettait à des jeunes qui n'avaient pas de caution de pouvoir souscrire une assurance qui du coup protégeait le propriétaire si pour une raison ou pour une autre le locataire ne pouvait pas honorer ses mensualités. Donc vous voyez, il faut être dans cette logique nouvelle, inventer des choses nouvelles. C'est ça qu'aujourd'hui il est important de faire en France. Et quand vous dites sur le déclassement et les revenus, et tant qu'on continuera de raisonner avec un système de SMIC bloqué, et où, je ne veux pas citer le nom parce que je veux pas qu'on dise que j'attaque quelqu'un, mais où on continuera de réduire les charges sur les bas salaires, comme on l'a mis en place. Qu'est-ce qu'on fait en fait en faisant ça? Mais on incite les gens à embaucher des gens à bas salaire. Puisque si vous arrivez à 1,6 SMIC, vous perdez les avantages de baisse de charge. Ben, tout le monde reste à 1,6 SMIC. C'est mécanique. Et c'est stupide. Ce sont des systèmes stupides. En fait, on tire les gens vers le bas. Moi, je regarde les systèmes qu'il peut y avoir ailleurs. Aux États-Unis, il y a un système intelligent, par exemple, qui est le système du Earned Income Tax Credit. En fait, vous avez un salaire minimum, on va dire, mais qui est très très bas. Ce qui fait de temps en temps, vous avez des reportages à la télé qui vous expliquent c'est scandaleux, la précarité. Sauf qu'on ne va pas au bout de ce que font, en l'occurrence, les Américains. Le système très très bas, en l'occurrence, il est à 7,25$ de l'heure, fait que les acteurs économiques, notamment les petits acteurs économiques, peuvent parfaitement embaucher les gens parce que c'est pas cher. Et derrière, au niveau de chaque État, on détermine un revenu minimum que les gens doivent pouvoir toucher
en cumulant les différents emplois. Et s'ils n'atteignent pas ce revenu minimum, c'est l'État qui fait un chèque. Un chèque. L'avantage de ce système, c'est que ça ne pèse pas sur les petits acteurs. Tout le système qui aujourd'hui pèse sur tout le monde, sur tous les acteurs, là, il ne pèse pas. Et il y a un deuxième avantage, c'est qu'en fait, dès qu'on est sur des secteurs où on a besoin de compétences et où il n'y en a pas assez, et ça monte tout seul, les salaires. Or, nous, le système bloqué qu'on a construit, vous avez parfaitement raison, il pénalise tout le monde. Puisque en fait, il bloque tout le monde à un certain niveau de revenus. Et les entreprises ne font pas ça parce qu'elles ne sont pas contentes de leurs salariés. Elles font ça exactement comme le seuil qu'on a sur les 50 salariés, où si jamais vous le dépassez, vous rentrez dans un truc qui est tellement pénalisant que je passe mon temps à voir des boîtes qui du coup font 49 salariés, et s'ils sont à 53 parce qu'ils ont eu tel ou tel, mais ils sont en train d'étudier, j'ai vu ça l'autre jour, j'étais à Boulogne-sur-Mer, une entreprise formidable, et ils ont pris un ingénieur pour organiser la chaîne, pour gagner 3 postes, pour repasser en dessous des 50 salariés. Avec ces seuils qu'on crée partout, il y a ça nulle part ailleurs. Et on tue l'emploi. Et on met les gens au chômage. J'ai juste une question. Oui. Non, en fait deux. La première, c'est pourquoi quand on est au RSA, on vous pénalise. Si vous trouvez un petit boulot, on vous arrête le RSA en disant que vous avez trop travaillé. C'est pour ça que je défends le revenu universel. Parce que l'avantage, je termine juste, le revenu universel que je défends, il est cumulable avec un emploi. Alors que ce qui fait que les gens restent dans l'assistanat aujourd'hui, c'est que s'ils sortent de l'assistanat pour prendre un boulot, ils perdent les systèmes d'allocation. Donc évidemment, les gens, ils préfèrent rester dans l'assistanat. Parce que si jamais ils en sortent, ils perdent de l'argent, ils perdent du pouvoir d'achat. L'avantage du revenu universel, c'est que lui, tout le monde le touche. Si vous gagnez beaucoup d'argent, vous le remboursez en impôts. Mais par contre, vous avez le droit de le cumuler avec un travail. Et la deuxième question, c'est pourquoi en France, le télétravail n'est pas plus porteur? Parce qu'il y a plein de pays en Europe ou aux États-Unis, on travaille tranquillement chez soi et il y a beaucoup moins de chômage. Parce que les patrons n'en veulent pas et les syndicats n'en veulent pas. Et pourquoi les patrons n'en veulent pas? Parce qu'ils ont l'impression que s'ils n'ont pas les gens sous la main, les gens ne vont pas travailler. Alors que toutes les études montrent, partout où ça existe, et ça existe beaucoup en Amérique du Nord, la productivité est meilleure. Bien sûr. Mais je vous dis, j'ai eu face à moi les patrons qui n'en voulaient pas. Premier truc. Deuxièmement, les syndicats n'en veulent pas parce qu'ils ont déjà du mal à avoir des adhérents qui disent si en plus c'est du télétravail, on ne sait pas comment on va aller les retrouver. Moi, je défends qu'il y ait des espaces de coworking. Là, par exemple, je vais aller soutenir un jeune élu qui a eu une très bonne idée. Comme il est dans un village où les trains sont toujours en retard et qu'il y a une gare qui est à moitié vide. Mais il a dit comme on n'espère pas que vous allez nous mettre des trains à l'heure et qu'à chaque fois que le train est en retard, les gens ratent une matinée de travail parce qu'en fait ils ne peuvent pas prendre leur connexion et donc du coup ils sont obligés de prendre une journée de RTT. Eh bien, un espace de coworking au dernier étage de la gare. Et comme ça les gens peuvent venir, quand ils ratent le train, ils bossent pour leur boîte de l'espace de coworking. Je vais aller les soutenir. C'est un jeune élu qui a eu cette idée et je vais essayer de le déployer dans le pays. Voilà, c'est ça qu'il faut faire, vous comprenez? Il faut changer ce pays. Il faut du télétravail chez soi. Et c'est ce que chacun fait naturellement à l'aéroport. Il faut un télétravail partout, mais il faut aussi que la France entière soit couverte avec le numérique. Parce que moi, à la campagne, j'ai 56 cartes dans mon village. Il y a deux questions, deux autres après, et après, malheureusement. Parce que n'oubliez pas que je suis arrivé de New York ce matin à 8h30. Décalage horaire, quel horaire? Donc je sais que j'ai beaucoup d'énergie et que je suis en forme, mais... Donc, alors, très rapidement, bonjour. Donc, je suis Ali Reza Gorzin, je gère une société de conseil, je suis assez sensible à votre discours depuis tout à l'heure. Société de conseil notamment dans la dépendance. Je gère à peu près 70 personnes, une partie des collaborateurs indépendants, sensibles au RSI. Aujourd'hui, on a une volumétrie d'affaires qui dépasse les 60 millions d'euros aujourd'hui. Et une autre partie évidemment en salarié. Puis je voudrais revenir en fait sur la partie notamment salarié. Ali Reza, un chef d'entreprise de la partie 0.
Aujourd'hui, son chiffre d'affaires, il fait 60 000 euros. C'est un vrai entrepreneur que je t'invite. Bravo. Ça fait... Merci. Et il est resté en France, il n'est pas parti. Et c'est un vrai entrepreneur français qui investit beaucoup, notamment dans des fonds caritatifs. Donc c'est un entrepreneur qui réussit en France. Merci beaucoup. Bravo d'abord. Quelle est votre question? Alors, la question, c'est notamment par rapport au problème des salariats, des prud'hommes, etc. et notamment de la rupture conventionnelle. J'ai une expérience au fait très récente, mais qui dure depuis un moment, des salariés à qui je propose des CDI. Déjà, j'ai beaucoup de mal à trouver des personnes qui peuvent venir aujourd'hui accepter le CDI. Donc on parle beaucoup du problème de l'emploi en France. Moi, je propose de l'emploi, je mets des moyens en œuvre pour pouvoir avoir accès à ces personnes-là, et j'ai du mal à trouver. Une fois que je trouve ces personnes-là, notamment sur la partie sont des commerciaux sédentaires, une fois que je trouve cette partie-là de population, ce sont des personnes qui demandent ensuite la rupture conventionnelle. Auparavant, il y avait un effort qui était fait, ils baissaient leur activité pour que je puisse être amené à un moment donné à proposer une séparation. Aujourd'hui, il y a une forme, entre guillemets, permettez-moi l'expression, de toupet, où les personnes viennent directement vous dire « je désire rester chez moi, je ne désire plus travailler, je n'ai plus la même motivation qu'auparavant, ça peut se comprendre, donc permettez-moi d'avoir une rupture conventionnelle. » Je refuse, par moralité je refuse. On arrive à ce que je disais tout à l'heure. Ce qu'il faut changer, c'est la logique du système. D'où le revenu universel qui se cumule, et d'où un système de contrat unique où tout le monde est libre de partir, mais où chacun sait ce que ça lui coûte ou ce qu'on ne touchera pas. Bien sûr. Et donc je me retrouve avec ces personnes à qui je refuse dans un premier temps la rupture conventionnelle, qui se retrouvent dans un rapport de force à ne plus vouloir travailler, très concrètement, très clairement, très ouvertement, ils me le disent, je ne travaillerai plus jusqu'à obtenir, avoir gain de cause, obtenir ma rupture conventionnelle. Ils obtiennent rupture conventionnelle, se permettent malgré tout d'attaquer au prud'homme et obtiennent gain de cause au Conseil des prud'hommes. 3 affaires cette année. 3 affaires cette année qui commencent à chiffrer. Je voulais juste revenir sur cette partie-là et avoir un petit peu votre mais je suis totalement conscient de ça. Et avec des décisions parfois qui sont prises. Là par exemple, j'étais l'autre jour à Calais sur la dentelle. Oui. Une entreprise qui a fait la une de toutes les télévisions. Eh bien, il y a des décisions qui ont été cassées par une cour d'appel, où il y a un licenciement qui a été fait, qui n'a pas respecté un certain nombre de choses, qui a été fait non pas par les chefs d'entreprise qui, eux, n'étaient pas en situation de le faire, mais qui a été fait par le système qui gérait la faillite de l'entreprise. Et ils se sont retrouvés à être obligés d'intégrer des gens et de payer des sommes, alors qu'ils étaient eux en train de redresser, et la décision est prise, vous avez des dizaines d'emplois à la clé. Et au final, la seule chose qu'on a réussi à faire, tout le système français, c'est que l'entreprise a été vendue 100% à des Chinois. Voilà la réalité. Et ça, cette réalité-là, on la trouve partout. De la même façon, l'autre jour, je suis en Picardie, où vous avez 2 jeunes qui tiennent une casse automobile. Ils ont une administration qui vient leur dire « vous devez mettre sur le sol tel revêtement pour qu'il n'y ait pas d'infiltration, sinon vous payez une somme de temps. » Et ils ont une autre administration qui arrive 15 jours après et qui leur dit « si vous mettez tel sol, il y a des risques d'accident du travail, on vous met une amende de temps. » Ils sont venus voir, ils m'ont dit « mais quelle amende on choisit ?» J'aurais dit la moins chère. Mais bon, franchement, ça montre l'aberration de notre système. Tout le système. Tout le système. Alors moi je me présente, je suis Franck Dubois, je suis auditeur au Crédit Agricole. Et c'est vrai qu'une fois par semaine, je vais auditer des entreprises dans toute la France. Et je confirme ce que vous dites. C'est vrai que ce que je constate, c'est que tous les chefs d'entreprise que j'audite, en fait, me disent souvent qu'ils sont en recherche d'optimisation fiscale parce qu'ils sont un peu étouffés par le système. Alors là, au passage, je voudrais féliciter voilà, je sais pas comment il Alireza, c'est mon prénom. parce que 60 millions d'euros de chiffre d'affaires, j'avoue que c'est pas tous les jours, mais il faut les faire. Donc, bravo. Je voulais juste finir par rapport à la loi Fillon sur la réduction des bas salaires. Parce que tout à l'heure, vous avez dit en fait que voilà, les coûts. Je me demande si cette loi n'encourage pas justement les entreprises à embaucher des bas salaires. Et qu'est-ce que comptez faire par rapport à cette loi qui est toujours. Moi, j'ai pas dit non. Mais j'ai dit ça tout à l'heure parce que je pense qu'il faut supprimer ce dispositif. Je pense qu'il faut baisser les charges
globalement, je pense que c'est un dispositif qui paupérise les gens, qui bloque les salaires. Il faut être fou en étant entrepreneur pour payer au-delà de ce niveau, puisqu'on perd tous les avantages en baisse de charges. Et on est spécialiste des usines à gaz de ce type. Donc je l'ai dit, vous l'avez dit peut-être encore plus clairement que moi, mais on est dans un système qui crée des bas salaires. On appelle ça dans le langage des économistes des trappes à bas salaire. Bon. Mais une fois qu'on l'a écrit 10 fois, 20 fois, ben on continue. Parce qu'on l'a mis, on a mis dans le système, et puis on ne veut pas le changer. Et puis on se donne bonne conscience, et on fait comme si ça réglait le problème et que ça permettait d'intégrer des gens dans le travail, ce qui est totalement faux. Donc ça coûte cher, ça profite qu'à certains, et ça maintient les gens dans les bas salaires. Je dis ce que je pense. Hein.